On va accueillir Paul et Esther d'Aremax. Aremax qui travaille avec de très nombreux festivals, donc sans doute que vous avez déjà entendu parler de cet asso. Une asso avec qui on collabore un peu et qu'on a rencontré au MAMA avec Esther. Un vrai coup de cœur d'activité. Vous savez que WizEvent, on essaye le plus qu'on peut de s'engager sur ces sujets. Les mettre en avant, c'est aussi une manière de faire. On travaille aussi avec Aremax et IDClick pour voir comment on peut essayer de revaloriser tous les supports qu'on met à disposition des festivals. C'est un travail qui est en cours. Et l'idée était de donner la parole à Paul et Esther sur leur activité et comment eux s'engagent et ce qu'ils proposent au festival. Voilà, donc merci d'être là et je vous laisse les micros. Merci pour l'invitation. Merci à celles et ceux qui sont là, qui sont restés. Je crois que vous aurez des consos offertes à l'apéro gratuit juste après. Donc ça devrait être pas mal. Donc moi je m'appelle Paul Berthet, je suis le co-directeur national d'Aremax. Ça fait 8 ans que je travaille à Aremax. Avant j'étais directeur national tout seul au siège. Et quand j'ai commencé en 2016, on était une équipe de 10 personnes avec 300 bénévoles sur 4 antennes. On va voir un peu comment tout ça évolue. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis en co-direction nationale. Dans des vies précédentes, j'ai été chargé de projet de solidarité internationale, gestionnaire d'établissements sociaux. J'ai monté la Banque alimentaire de Guyane. J'ai pas mal voyagé, puis j'ai retrouvé cette association que des copains ont montée il y a 8 ans, et c'est une passion qui continue. Et je suis accompagné d'Esther. Du coup, moi, c'est Esther Scaringella. Je suis la directrice régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Avant, j'étais vraiment dans la production événementielle, donc j'accompagnais des festivals lyonnais dans leur prod artistique et j'ai une petite histoire avec le cashless aussi. J'ai été chef de projet en 2019 pour une autre entreprise de cashless qui n'était pas encore WizEvent aujourd'hui. Et du coup, je ne suis pas là par hasard. Et aujourd'hui, je suis en co-direction avec Marie Labéry qui m'accompagne sur tout le pilotage de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans l'Assemblée, nous avons Juliette qui est la directrice régionale Île-de-France qui est juste là. Coucou Juliette, j'avais dit que je l'affichais, c'est fait. On va commencer à vous présenter ça. On voyait mal la photo avant. C'était Philippe Catherine qui trie passionnément les déchets avec nous, parmi toutes les stars et les artistes qu'on a. Donc voilà, on l'aime beaucoup. Je te laisse présenter le sommaire. Du coup, rapidement, Paul fera une présentation de l'asso, de nos valeurs, nos objectifs, les cibles, histoire de vous présenter un peu plus en détail qui on est et ce qu'on fait. On rentrera un peu plus dans le vif du sujet en vous parlant de nos activités, de notre accompagnement, vraiment ce qu'on propose aujourd'hui à tout organisateur d'événements pour s'améliorer sur ces pratiques. Alors liées aux déchets en partie forcément vu que c'est notre expertise, mais pas que. Et on parlera vite fait de réglementation parce que c'est important de le rappeler pour tout le monde. Et ensuite, Paul fera une présentation sur la mesure d'impact qu'on a menée pour vraiment que vous vous rendiez compte de ce que ça fait de travailler avec nous concrètement. Alors, donc pour commencer, donc Aremax, une aventure humaine. Aremax, c'est né de l'idée folle de 2 copains et d'une bande de copains, donc Julien et Arthur, qui d'ailleurs sont au CA d'Aremax. Donc, en termes d'histoire, pour nous, c'est important. C'est né officiellement en 2004, mais je fais juste un petit lien. Je crois qu'il y avait quelqu'un du Paléo Festival qui était là avant. Et ça fait partie des initiatives qu'on a commencé à repérer, à voir émerger et à se dire, tiens, l'idée qu'ont eu ces copains n'est pas aussi folle que ça. Cette idée, elle venait d'un constat. Vous gérez des festivals, vous avez tous en tête des photos en post-festival d'océans de déchets. Ces trucs qu'on voit dans la presse, qu'on se partage en photo, il y en a de moins en moins. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très prégnant. Un constat premier, visible, et avec cette idée de se dire, en fait, quand on regarde le déchet, on regarde toute la société dans sa consommation, sa production. Petit conseil pratique, si vous voulez espionner quelqu'un, regardez pas ses mails, regardez sa poubelle, vous saurez toute sa vie.
et c'est plus légal déjà. Mais du coup, ils se sont dit, ok, nous on est passionnés d'événements, de sport, donc tout ce qui était sport de glisse, sport extrême, surf, skate, snow, ce qui était tout musique actuelle, aussi déjà à l'époque, mouvement électronique, un petit peu mouvement teuf aussi avec la science de l'autogestion. Et ils se sont dit, ok, on ne peut pas laisser faire ça. Pourquoi ? Parce que les événements ont certes un impact négatif sur l'environnement, mais les événements, ce sont aussi des terres d'innovation. On va tester des choses, on va démontrer la faisabilité, on va convaincre que ça peut être passé à l'échelle aussi. Donc ils se sont dit, ok, on va aller sur le terrain, et puis on va commencer à planter, c'était des événementiels, hein, des opérationnels. On va planter des piquets dans le sol, agrafer des sacs, et on va ramasser les déchets. Ça a eu 2 conséquences principales qui vont donner nos 2 expertises principales. La première, c'était de dire aux événements, vous êtes des opérationnels, vous attendez une régie. Nous, on peut vous faire une régie déchets. Il y a besoin de faire une régie, c'est normal. En revanche, nous, ce qu'on veut faire, c'est une régie, on appelle ça de la gestion responsable des déchets. C'est-à-dire qu'on va autant travailler sur de la réduction, de la valorisation, avec le territoire, avec de l'engagement citoyen, mais ça ne nous dérange pas de gérer des centaines de tonnes. Mais si on fait quelque chose qui est positif, qui améliore l'impact négatif de l'événement sur l'environnement. Et puis deuxièmement, on s'est dit, tiens, pendant qu'on ramassait un peu les déchets, c'était en 2004, ça, l'enjeu c'était la propreté, on interpellait le public. Le public se demandait, tiens, qui c'est ? Ils ont l'air passionnés en plus de mettre la tête dans les poubelles, ils ont l'air même de se marrer, ces gens-là. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va utiliser par le geste, commencer à utiliser les sciences comportementales pour arriver à emmener le public dans ce geste, dans l'apprentissage. Quelqu'un qui vient sur vos festivals, il vient voir sa tête d'affiche, l'artiste qu'il aime. Mais quand il rentre chez lui, il a appris d'autres artistes, il a appris de la culture. La culture est porteuse d'éducation populaire. On l'avait vu pendant le Covid, notamment avec l'intervention de notre ancienne ministre, mais c'est pas une boîte à musique, un festival. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu d'éducation populaire. Et on l'a bien ressenti, je crois, pendant le Covid. Donc voilà, on a monté un peu l'assaut sur ces 2 idées-là, comme ça, de façon assez volontaire et autonome. Et donc ça a donné ces 2 grandes expertises. D'un côté, la gestion responsable des déchets, et de l'autre, la mobilisation et la sensibilisation des publics et des territoires. Et donc c'est ainsi qu'est né Aremax. Aremax, donc ça veut dire Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives en 2004, fin 2004 à Lyon et Marseille. Aujourd'hui en chiffres, Aremax, 20 ans après, on va fêter nos 20 ans cette année, donc on est un peu moins jeune extérieurement, mais un peu toujours foutraque intérieurement. On a aujourd'hui donc 50 régionales, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, et puis Paris depuis le 2019. Aremax, c'est 35 salariés permanents. C'est des emplois qui sont pérennes. On parlera, si vous voulez, plus tard, si on a le temps, un peu du modèle économique. On a 900 bénévoles qui sont répartis sur la France. Alors, c'est des gens qui vont venir sur un événement. C'est d'autres qui vont faire toute la saison avec nous, toute l'année. Donc, c'est assez intéressant. C'est notre première richesse, notre famille. Et c'est des gens aussi qui sont formés toute l'année. On a des sessions de formation pour nos bénévoles pour qu'aussi ils apportent la première richesse, le premier contact auprès des publics. C'est 250 moyens et gros événements accompagnés. On travaille avec des Wheel of Green, des Delta, des Francopholies de La Rochelle, Nuit Sonore, beaucoup de culturel, une bonne part de culturel, on le verra un peu plus tard. On travaille aussi avec du sport, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Solitaire du Figaro. On bosse avec du grand public aussi, type Feria de Mont-de-Marsan. Public costaud aussi, mais on sait faire. On travaille avec la fête de l'asperge, la fête de la morue. Fête de la morue, pour vous donner une idée, c'est 3 jours avec 30 000 personnes par jour sur la morue avec de la musique à fond. C'est assez engagé. 133 animations, je parle bien d'animation. Donc l'animation, c'est des outils d'animation dédiés. On a un appartement 0 déchet, on a un vélo broyeur de vaisselle compostable, des choses comme ça. Et donc ça, c'est 133 animations par an. Et c'est 3 millions de personnes qui sont au contact de nos outils. Donc quand même une capacité d'impact assez massive, et c'est ce que nous apporte l'événementiel aussi derrière. Alors ça, on vous l'a remis comme ça, c'est dans le cadre de la stratégie de com qu'on a faite. On a retravaillé sur vision, valeur, mission. Donc nos valeurs, évidemment, j'en prends au hasard, harmonie, tolérance, complémentarité, exemplarité et transmission. Il y en a plein comme ça vient des questionnaires bénévoles et salariés. Et tout ça, en fait, a pour objectif, on a voulu avoir des activités qui vont donner des résultats pour répondre à des objectifs d'atteinte sur l'impact qu'on va créer. On a des moyens économiques, des expertises, des emplois pérennes pour avoir des impacts. Et donc du coup, on a 5 objectifs à Aremax. Les 3 premiers sont nos objectifs opérationnels qui sont sur un ciblage assez simple. Le premier, c'est sur la filière, vous, grosso modo. Comment vous, organisateurs et tristes d'événements, on vous accompagne dans la progression sur la transition écologique. Parce que la question, c'est pas est-ce que ça va se passer, c'est ça va se passer, comment on s'adapte et comment on transitionne. Et moi, je crois que vous êtes capable de le faire et que de toute façon, l'humain, la société n'existe pas sans culture et sans sport. Donc le premier, c'est améliorer les impacts environnementaux. Je reviendrai après sur les activités, on les a fait autrement. La deuxième cible, c'est le public, des millions de personnes. On travaille sur la mobilisation, on travaille sur les changements de comportement durable. Tout à l'heure, on a parlé de revenus.
C'est pas du tout choquant pour nous, mais les revenus de demain seront aussi attachés à l'expérience événementielle que vous apportez. Et l'expérience événementielle de demain, elle sera aussi écologique et sociale au premier niveau, sinon elle ne sera plus. Donc ça aussi, nous on sait travailler du côté de la filière pour vous emmener là-dedans et vous emmener aussi à convaincre le public que vous êtes un lieu d'apprentissage et de culture. Troisièmement, l'accompagnement à la transformation des politiques publiques. Même si à Remax on est dans un garage, on a l'ambition collective d'influer sur les politiques publiques, locales et nationales, de les accompagner, c'est aussi des organisateurs, organisatrices d'événements, et enfin de mettre en pratique les politiques publiques territoriales. Donc on travaille autant avec des collectivités, enfin des villes, des communes, des intercos, des métropoles. On est vraiment dimensionnement régional, donc tout le millefeuille administratif français, on travaille avec et selon les compétences territoriales. Et on travaille aussi au national. On a échangé avec le ministère de la Culture. On est en accompagnement du Centre national de la musique aussi, qui vous concerne bien, qui va aussi aller de plus en plus sur des formes d'éco-conditionnalité, sur les aides qui vous sont apportées. Nous, derrière, on a des programmes de formation, on a des programmes d'accompagnement, gardez-le dans un coin de la tête. Mais du coup, la nouvelle feuille de route transition écologique qu'ils ont lancée, on les a accompagnés sur nos 2 expertises, parmi d'autres acteurs. Mais je peux vous dire, pour une asso comme nous qui est née dans un garage, on est assez content d'en être arrivé là aussi. Donc voilà. Donc filière publique et pouvoir public, et on en a 2 dernières. Donc l'idée c'est travailler sur une éco-responsabilité qui est d'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'économie, ça veut dire qu'elle est au service du collectif. Et enfin, promouvoir les valeurs de l'économie sociale et solidaire. On est une asso, donc commandant nos fonctionnements internes et nos actions externes, on va être capable d'apporter la coopération, d'apporter le savoir et la transmission. Et enfin, je vais appuyer un tout petit peu sur favoriser le bien-être et l'harmonie au sein de l'association. Comme vous, on a subi une petite grippe mondiale en 2020-2021. Ça a été particulièrement épique pour nous parce que nous, l'État a considéré qu'on n'était pas directement touché et appartenant aux secteurs les plus en crise. C'est un peu surprenant vu notre activité, mais ça a été le cas et c'était assez dur pour nous. Et en fait, quand on est ressorti de ça, on s'est dit qu'on devait re-questionner le modèle. L'associatif, c'est chouette, mais moi, voir mes collègues, au bout de 3 ans, qui sont en burn, qui partent, qui sont fatigués, on devait répondre à ça. Donc même nous, on a été capable de mettre en place un grand programme de qualité de vie travail. On a questionné les rémunérations, la sécurité, on a questionné les récup, on a questionné les congés, on a questionné l'inclusivité, la réduction des risques. Bref, tout ça pour avoir une feuille de route. On sait qu'on est encore très loin de l'objectif, mais en tout cas, on a fait déjà un travail énorme et on sait où on doit aller. Alors on ne sera jamais payé 5000 balles net en bossant 35 heures, et c'est pas le but, en revanche. Mais le but, c'est de bouger sur ça, parce que quand vous allez travailler avec Remax, clairement on bosse en presta, mais vous ne travaillez pas avec un prestataire classique. Vous travaillez avec des expériences et des expertises qui, bon, je suis un peu subjectif, sont les meilleures de France sur ce qu'on fait, mais vous travaillez aussi avec un projet derrière. Et ça, je crois qu'on parle toujours d'attractivité sur le territoire. Moi, je préfère parler d'héritage de vos événements. Quand vous travaillez avec Remax, c'est aussi avec ce projet-là que vous travaillez. Donc je vous invite à l'avoir en tête. Voilà sur nos principales activités, donc ce sur quoi on travaille. On a voulu vraiment approcher tout le cycle de vie de l'événement et toute la chaîne de valeur du déchet. J'entends par là que vous savez ce que c'est faire un événement. Ce n'est pas les 4 jours où vous êtes en exploit. C'est une travail sur l'annuel. On est sur la vraie circularité. Donc bien sûr, nous, on a répondu avec la gestion responsable des déchets. On intervient sur le montage, démontage et l'exploitation. On va mettre de l'humain, du matériel, on vous couvre tout type de zone, tout type de déchets. Ça, on n'a pas vraiment de limite à part vos capacités. Mais aussi, maintenant, on a développé en amont du diagnostic, de l'accompagnement. On travaille aussi sur des apports de montage de subventions. Sur ces choses-là, il va y en avoir de plus en plus, et ça, on sait vous accompagner là-dessus. Et puis, après l'événement, vient le temps du bilan, quanti, quali, comment on améliore. On verra sur les enjeux de mesure d'impact un peu plus tard. Mise à disposition de matos, à Remax, on a une association, on a 5 villes capitales. Dans chacune de nos villes, on a des tout petits outils pour aider des fêtes de quartier, des MJC, des choses comme ça, où là, on y va à perte, clairement. C'est pour ça qu'on travaille avec des gros événements pour aider des petits, parce qu'il y a un cœur d'impact et on doit dynamiser la vie de la cité avec ça aussi. Enfin, sur cette ligne-là, sensibilisation et formation, c'est ce que je vous disais sur la mobilisation et la sensibilisation des publics et des parties prenantes. Donc ça va juste de l'information, communication engageante, c'est de la sensibilisation à l'oral et diffuse, et enfin c'est des pratiques d'animation. Et on a toute une séquence maintenant de formation, de l'éco-responsabilité jusqu'à des choses très techniques. On sait faire ça aussi. C'est les sessions d'information, je ne l'avais pas vue, elle est ici. On travaille aussi sur l'animation de réseaux d'acteurs et d'actrices. En 2017, on a monté le projet des journées de l'événementiel éco-responsable. Les GIR, c'est un projet qui est né un petit peu dans les caves de la métropole à Lyon en se disant
des gens comme la métropole, le territoire, ils ne comprennent pas l'événement. Pour eux, c'est un truc qui n'a pas la même vitesse d'action, qui est complètement désegmenté, là où une métropole a une lenteur, et on va dire que c'est très segmenté. Nous, on a voulu mettre les gens autour de la table, tous ces gens qu'on entendait qui nous disaient « Tiens, je commence à avoir une éco-anxiété. Comment est-ce qu'on fait pour mettre une meilleure gestion poubelle? Comment on travaille sur l'alimentation ?» Et donc, moi, je suis allé chercher pas mal de gens de l'international au local pour les faire témoigner sur des temps de rencontre d'acteurs. Aujourd'hui, le projet il a bien grandi. On est à 6 éditions. 5 sur la métropole de Lyon, une sur Marseille qu'on fait avec pendant le festival Le Bon Air, on va le refaire en mai prochain, et bientôt la 7e, et on va sûrement essaimer à Bordeaux, et peut-être un jour à Paris. On verra ce qu'on en est. Donc voilà, ça c'était le temps de la mobilisation. Comment on mobilise, comment on donne envie d'agir, et puis du coup à Lyon, on a monté, pour aller plus loin sur le passage à l'action, un réseau d'acteurs, d'actrices de l'éco-responsabilité de la filière événementielle, culturelle et sportive. Il s'appelle le RIR. On n'est pas très inventif sur la com. Mais du coup, l'idée, c'est que là, de créer un centre de ressources, créer des ateliers de formation et avoir une force de plaidoyer sur les territoires pour aussi vous engager. Et enfin, bon, diagnostic territorial et préco, ça c'est quand on va accompagner le CNM, qu'on va accompagner une métropole, une région, pour eux, les orienter sur qu'est-ce que c'est vous, ce que vous faites, qu'est-ce que c'est le fait événementiel, le fait festival, et comment ils vont pas juste mettre des normes en place qui vont vous poser des soucis, mais comment ils vont mettre en place, par exemple, des actions, ils vont vous aider pour qu'il y ait des actions engageantes. Vous respectez tel taux de valorisation de déchets, la métropole vous met à disposition des moyens gratuitement. Vous ne respectez pas, bah ça c'est un choix de modèle, et en même temps, il n'est pas normal que la collectivité puisse abonder là-dessus avec les impôts citoyens. Et honnêtement, ça marche très bien, et nous, on est du côté de la filière, donc on va toujours défendre ça en leur apprenant ce que c'est, encore une fois, cette filière événementielle, qui est assez obscure. Je crois que j'ai assez parlé, que c'est à toi. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail de tout ce qu'a dit Paul, nous, notre but, en fait, c'est vraiment de vous accompagner sur la réduction des déchets en amont de vos événements pour que le jour J, en fait, il n'y en ait plus. Nous, notre but, c'est finalement qu'on n'ait plus de travail, mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Du coup, pour ça, ce qu'on fait avant tout, c'est de discuter avec vous de qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Donc nous, ça va être la partie diagnostic. Quel est votre état des lieux? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place sur votre événement, que ce soit sur la partie déchets, mais pas que. On va faire un gros état des lieux, un gros tour de tout ce que vous faites, parce que vous faites déjà beaucoup de choses et vous ne vous en rendez pas toujours compte. Donc nous, on est là pour ça, pour un peu mettre la lumière là-dessus. Et ensuite, on travaillera ensemble sur un plan d'action en fonction de vos objectifs, en fonction de vos besoins, de vos budgets aussi, parce que ça peut coûter cher, hein, de la transition écologique, ça peut coûter un petit billet, donc on en a conscience. Notre but, c'est pas non plus de vous mettre en difficulté, c'est vraiment de vous accompagner sur vos objectifs et de les améliorer, d'édition en édition. Donc nous, pour ça, à Lyon, on est accompagné par la métropole de Lyon qui permet en fait un financement des événements qui ont envie d'aller plus loin. Donc on fait état des lieux, formation des équipes. On va faire une observation sur le terrain pour voir comment vous gérez ça déjà de base. Ensuite, vous faire des préconisations pour vous améliorer sur les éditions d'après. Voilà, c'est globalement ça la phase la plus importante de l'accompagnement. Et ensuite, on met en place toute la partie très opérationnelle. Donc, venir avec une équipe de salariés, de bénévoles, du matériel, des supports de tri. Et on vient avec vous, avec vos bénévoles ou pas, pour mettre en place toute la gestion des déchets. Avec ça, on fait des sessions d'information. Donc Paul, on a déjà un petit peu discuté, mais vraiment notre but, c'est de vous autonomiser et aussi de vous conseiller au mieux. Donc on n'est pas sur des formations très descendantes, hein. On est plutôt sur des ateliers participatifs où l'idée, c'est de vraiment vous faire participer et de vous questionner, de voir en fonction de vos problématiques réelles de terrain, qu'est-ce que nous, on va pouvoir vous apporter, comment on va pouvoir se questionner ensemble. Donc on en a plusieurs, j'ai mis globalement les principales qu'on fait. Comment on organise un événement éco-responsable dans sa globalité, comment on va mettre la gestion responsable des déchets en place. Et puis on va avoir toute une grosse partie aussi sensibilisation et mobilisation de vos équipes. Ça peut être focus sur les bénévoles, mais ça peut être interne vraiment à vous, votre équipe. Parce qu'il faut que vous embarquiez tout le monde avec vous. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui participe à la transition de votre événement. Il faut que ce soit un travail d'équipe parce que toutes les parties prenantes d'un événement sont soit créatrices de déchets, soit ont un impact fort sur notre planète. Voilà. Paul, tu veux peut-être parler du championnat du monde de paralympique? Oui.
Allô, oui. Non, ce petit exemple, parce que c'était quand même un événement assez important, un peu une répétition de la petite sauterie olympique qui arrive. Mais là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment associé autant le ministère du Sport, la direction interministérielle des grands événements sportifs internationaux, avec une compète qui a aussi un sens en termes d'accessibilité. Et donc, on a travaillé sur une approche mobilisation transversale des équipes et des parties prenantes, l'enjeu carbone avec une autre structure et nous, l'enjeu déchets. Donc, c'est 1 an avant qu'on a commencé à travailler avec l'événement. On a fait un diagnostic général, interview générale, préconisation, plan d'action. On a travaillé avec le service achat pour vraiment avoir des impacts significatifs en termes de réduction déchets et de valorisation. Et puis, on a fait un déroulé opérationnel parce que nous, si on ne met pas un peu la tête dans nos poubelles, on est malheureux. Donc, et puis, on pense que c'est notre légitimité aussi, pas simplement être dans l'aérien, mais être dans le très concret sur le terrain. Et enfin, le temps du bilan et de l'héritage avec de la mesure d'impact aussi. Donc, c'était un événement assez complet qui s'est déroulé à Charletti. C'est ça ? Ouais, à Charletti, ouais. Tout ça pour en venir vraiment à l'opérationnel. Donc, vu qu'on est 50 en France, on a la possibilité de couvrir quasiment tout le territoire et du coup, on a vraiment une force qui est de connaître nos territoires et du coup, ceux qui travaillent avec nous aussi. On s'appuie toujours sur les gens avec qui on travaille autour de nous. Hein. On ne va pas réinventer ce qui existe déjà et puis il faut que ça reste local, c'est important. Vous le savez autant que moi, hein, on travaille tous ensemble dans la même direction. Du coup, je voulais vous mettre une petite vidéo qui vous montre assez bien comment ça se passe chez nous, ce qu'on appelle le terrain, donc vraiment la gestion responsable des déchets. Donc là, c'était sur le festival Le Bon Air. Est-ce que ça a marché ? Oui. Bon, il n'y a pas de son, c'est pas grave. Ça marche pas là ? Ah merde, alors attends. Ah, ça marche, mais on voit rien, quoi. On voit rien, mais On grosso voit pas modo, grand-chose, ce mais... que vous voyez, c'est des bonhommes en bleu qui vont préparer le matériel en amont sur toutes les zones du festival. Et donc c'est le festival Le Bon Air en l'occurrence. Et on va couvrir autant le public, aller voir les artistes, aller voir la prod, aller voir toutes les backstage aussi, pour équiper tout l'événement. Et c'est intéressant en plus parce que ce festival est à la Friche La Belle de Mai, donc en plein territoire Marseille. Festival assez exemplaire, hein, sur tous les enjeux des responsabilités au sens large. Et donc du coup, on gère tout le cycle. Et là, on est vraiment sur la finesse, hein, sur des choses. On travaille sur la mutualisation, sur le réemploi. Enfin, on va assez loin sur toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaille. On vous renverra après peut-être le lien vers la vidéo parce qu'elle est assez chouette. Mais là, autant la lumière que le son, ça fonctionne pas. Je te laisse continuer. Du coup, comment ça se passe ? On a vraiment littéralement la main dans les poubelles. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est important pour nous aussi que les bénévoles, que n'importe quel citoyen en fait puisse participer à nos actions. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de bénévoles qui nous accompagnent. On ne pourrait rien faire sans eux. Du coup, voilà, vraiment la partie très opérationnelle de notre gestion de déchets, c'est ça, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour valoriser les déchets et faire en sorte qu'ils aillent dans les bonnes filières ensuite. Et à côté, c'est une de nos animations. Donc, c'est l'appartement zéro déchet. C'est grosso modo un appartement témoin avec toutes les pièces d'un appart. Et ça permet en fait d'engager la conversation avec n'importe quelle personne qui vient sur l'appartement pour se questionner et lui montrer que c'est possible de faire du zéro déchet à la maison. Tout le monde n'a pas le même accès à ce type d'informations. Donc, nous, c'est vraiment ça. Notre objectif, c'est ça, c'est de montrer à n'importe qui qu'on peut réduire ses déchets à la maison. On en a d'autres, on a le fabuleux destin des déchets aussi, qui permet d'expliquer toute la chaîne de vie d'un objet, de sa construction jusqu'à sa destruction, toujours dans l'objectif de parler de réemploi, recyclage, mutualisation, voilà. On vous l'a revisualisé parce qu'on est capable de travailler indépendamment sur toutes ces parties.
mais le tout est supérieur à la simple somme des parties. On le verra après sur la mesure d'impact notamment. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir une démarche, on voit bien, on peut commencer n'importe où, mais le diagnostic territorial, c'est pas simplement vous dire ok, supprimez les gobelets. On va aller chercher sur le territoire les meilleures solutions, on va vous mettre en lien avec la collectivité locale. Il peut y avoir pas mal de choses qui sont mises à disposition aussi sur ça, qui peuvent aussi, on parlait d'économie tout à l'heure, mais il faut vous faire réduire ces coûts-là. Parce que de toute façon, pour des enjeux d'attente publique, de besoin de la filière et d'évolution des réglementations, ça va aller dans ce sens-là. Donc plus vous y préparez avant, mieux c'est. Et c'est vraiment en train de bouger, c'est vraiment une attente commune. Donc là, on va travailler en amont avec vous. Après, on fait un diagnostic technique. C'est quoi votre événement ? Chaque événement est différent. Nous, à Remax, on demande toujours c'est combien ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est du simple au triple. Je vous donne une fourchette, si vous voulez, de 5 000 à 50 000. Et je suis sympa. Mais derrière, chaque événement est différent en termes de zone d'habitude publique, de matière, matériaux que vous avez, de durée. Enfin voilà, c'est vraiment très différent. Donc ça, on nous étudie toutes zones, les bars, les backstage, tout ce qu'on peut imaginer, les abords. Vient la question du démarrage, donc de l'opérationnel avec montage, exploitation, démontage, avec aussi des déchets particuliers. Montage, démontage, on est plus sur des déchets d'activité économique. Exploitation, on est plutôt sur des déchets type tri comme à la maison, sauf qu'on appelle ça du hors foyer. Et enfin, bilan préco pour l'édition suivante. Et on va passer sur le N-1. Et après, en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'aussi, on aime bien vous mettre en autonomie sur une zone, vous mettre en autonomie sur un projet, puis pour aller plus loin sur un autre, etc., etc. Et en fait, au milieu de ça, on a donc tout l'enjeu toute la sensibilisation, mobilisation. En fait, c'est vraiment l'intégralité de ce dispositif qui est percutant. On peut travailler de façon segmentée, mais c'est l'intégralité de ce dispositif qui est assez percutant. Voilà, bon, je vous en ai parlé rapidement sur les GIR tout à l'heure et le RIR, comme je vous disais. Donc les GIR tendent de la mobilisation et aussi de donner envie d'agir. Le RIR tend du passage à l'action et de l'acquisition de ressources et de compétences. Les GIR aujourd'hui, c'est 145 intervenants, 4000 personnes qui ont suivi de près ou de loin depuis 6 éditions, parce qu'il y a un live stream toujours, vous retrouvez tout sur nos sites internet, et on fait une restitution qui est très complète. Alors c'est un peu un gros pavé, je sais, mais en tout cas, elle est en libre d'accès, n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, et nous, on va intervenir en spécifique sur ces temps-là sur l'enjeu déchets et mobilisation, mais on va chercher aussi les meilleurs projets sur l'alimentation, le transport, l'accessibilité, puisqu'on parle bien de toutes les responsabilités liées à la filière. Pour faire un rapide point sur la réglementation, c'est pas le moment le plus fun, mais c'est important d'en parler aussi. Aujourd'hui, tout est un peu régi par la loi AGEC. Donc c'est comment va évoluer en fait toute la gestion de déchets, la réduction, l'utilisation des plastiques, etc. Aujourd'hui, en 2023, ce qui doit être mis en place, c'est la vaisselle réutilisable. Donc si c'est pas déjà dans votre tête, je vous invite à aller vous renseigner sur la loi AGEC. On a encore un peu de temps avant que tout le monde ait la possibilité logistique de mettre ça en place, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut viser aujourd'hui. C'est que maintenant, vous ne devriez plus avoir le droit d'avoir de la vaisselle jetable. Donc nous, on est assez contents, ça va considérablement réduire les déchets qu'on va gérer, mais pour vous aussi, ça va demander beaucoup de logistique en amont, beaucoup de choses à mettre en place. Ça va notamment mettre en place de la mutualisation de matériel. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Cagibig. Paul, tu peux peut-être mieux en parler que moi, mais en tout cas, c'est un acteur qui est essentiel et je vous invite aussi à vous renseigner sur eux. Bah là, grosso modo, on prend la vaisselle et les gobelets réutilisables. Vous dites, bon, bah ok, 40 000 personnes, j'en achète 40 000. Ouais, c'est clairement un coût, ouais. C'est un surcoût, puis c'est un coût logistique, bien sûr. En tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est même pas une question, on n'a pas le choix. En revanche, un acteur comme Cagibig a théorisé la mutualisation événementielle. Je vous invite vraiment à les contacter. Je ne sais pas si vous connaissez un mec assez prodigieux qui s'appelle Hicham El Garache, qui a théorisé tout ça. Les gars, ils sont allés quand même consulter l'ordre des experts comptables, l'Académie française, pour définir en termes comptables et sémantiques qu'est-ce que c'était la mutualisation. La mutualisation, c'est-à-dire que au lieu de superposer les choses, c'est de les mutualiser entre vous. Au final, vos 40 000 contenants alimentaires dont vous avez besoin, vous en avez besoin quoi, 4 jours par an ? Je suis sûr qu'autour de vous, là, il y a la moitié de l'auditoire qui est capable de se dire « moi aussi, j'en ai besoin 4 jours par an ». Et bien en fait, on va les acheter ensemble.
Et du coup, à côté, vous allez faire des économies de dingue. Vous allez apprendre à mutualiser, c'est-à-dire apprendre à avoir une autre économie de la fonctionnalité. J'entends par là comment on utilise les choses différemment. Et du coup, vous allez avoir des coûts qui baissent, des coûts de traitement des déchets qui vont baisser. Vous allez avoir des coûts d'achat qui vont baisser. Et surtout, vous allez apprendre à investir ensemble et avoir un patrimoine commun ensemble et d'usage et matériel. Honnêtement, c'est le futur. Enfin, je vous conseille d'aller là-dedans, de vous renseigner là-dessus. De toute façon, c'est toujours en plus des logiques qui sont territoriales. Prendre des décors à Lyon pour les balancer. Pendant longtemps, il y a eu ça à Lyon avec l'Opéra et ça partait sur une plateforme à Blajan en Occitanie. Enfin, c'est un non-sens, c'est une ineptie écologique et même économique. Maintenant, il y a de plus en plus dans vos territoires des projets de ressourcerie qui se montent, culturels. Alors, ils appellent ça ou culturel, ou événementiel, ou artistique. Nous, on bosse beaucoup dessus sur Lyon, Bordeaux et Marseille notamment. Et l'idée, c'est, OK, on ne va pas juste faire rentrer des tasseaux de bois pour les louer et les revendre ou juste faire une palette avec. On va essayer de mettre de l'upcycling, c'est-à-dire revaloriser le déchet en le faisant repasser dans une fonction de ressource. On va essayer de mettre de la formation. On va essayer de protéger des métiers aussi de scénographe, de décorateur, de costumerie. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt, au lieu d'une simple ressourcerie, travailler sur des pôles d'innovation écologique et sociaux. Et la mutualisation est le cœur de ce système. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, parce que c'est aussi un apprentissage. Et moi, tout ce que je sais, quand je venais pas, j'ai pas les codes, moi, de la culture. Je venais pas de ce milieu-là. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai découvert, c'est des femmes et des hommes qui sont capables, avec 3 fois rien, d'inventer des choses prodigieuses. Ça nous correspond. C'est notre identité. Donc, je vous invite vraiment à vous concerner là-dessus. Et nous, c'est un de nos futurs aussi, à vos côtés, bien sûr. KJ Big. La mutualisation. Et enfin, on se dit, OK, donc Aremax, c'est une association 1901, c'est très chouette ce qu'on fait, mais je vais essayer on a fait il n'y a pas longtemps une mesure d'impact sur que notre activité gestion responsable des déchets. On est en train de construire ça et séquencer sur toutes nos activités au global. C'est des choses assez compliquées où on fait du contrefactuel, donc c'est-à-dire qu'on a étudié des événements où on est là, des événements où on n'est pas là, et on compare avec selon la typologie de dispositif où on est là et où on n'est pas là, pour savoir est-ce qu'en fait ça a un impact. Depuis le Covid, où il y a une grosse dynamique qui est très segmentée, qui est très sur le carbone, que vous entendez, où on entend toujours dire le déchet représente 1% de l'impact carbone. Oui, la canette de coca, une fois qu'elle devient déchet, sur le terrain, elle représente 1% de l'impact carbone. En revanche, avant, c'était bien une canette qui a été produite dans des mines d'aluminium, par exemple, au Suriname, et qui a été remplie avec tout un tas de produits qui viennent et qui ont fait 3 fois le tour de la planète. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, et on l'a entendu tout à l'heure sur l'intervention d'avant, c'est de désegmenter. Donc du coup, on s'est dit, nous, le déchet, c'est toujours intéressant pour pouvoir transformer. Mais bien sûr qu'il faut travailler sur le carbone à côté, sur le transport, sur l'impact public, les grosses jauges, questionnez-vous sur ça. Mais vous aussi, vous allez devoir de plus en plus, sur vos subventions, vos financements, aller chercher de la mesure d'impact. Parce qu'on va vous le demander. Et c'est ça qui fera la différence et l'innovation de demain. Donc en synthèse, nous, les caractéristiques d'un événement moyen accompagné en 2023, c'est une jauge de 34 000 personnes, composée de 22 salariés. Nous, on met à peu près 70 supports, 10 tonnes de déchets, 5 filières et 60% valorisables. L'écart type de tout ça, il est énorme. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est les rapports qu'on va faire avec ça. Bon, vous voyez que nous, dans ce qu'on représente, l'enjeu culture est à 43% entre la musique et l'artistique. On fait du familial, du salon un petit peu, gastro et du sportif. Ça, c'est un schéma factuel. Et enfin, en travaillant sur les ratios et les contrefactuels, donc en 2023, on a traité 815 tonnes de déchets. C'est pas tant ce chiffre-là qui compte, c'est ce qu'on va voir après. Valoriser 490 tonnes, soit environ 60% des déchets traités. On a des événements avec lesquels on travaille, on est à 92% de valorisation, par exemple. Et dans les bacs dedans, on est à 98% de qualité de tri. Donc c'est possible. Nous, le but, c'est juste montrer que c'est possible. On peut pas tout faire. Les festivals en France, je sais plus, il y en a 7 000, 10 000 selon les comptages. Ils ont découvert ça aux États généraux des festivals d'ailleurs, il y a quelques années. Donc voilà, et donc les 3 millions de personnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà pourquoi on est utile. On réduit d'un tiers la quantité totale de déchets sur l'événement quand on travaille au bout de 3 ans de travail avec vous. On va augmenter de 68% la part valorisable des déchets et on évite 78% des déchets qui partent en enfouissement ou en incinération. Ça, c'est les choses les plus polluantes. Donc vous voyez que c'est possible d'avoir des chiffres impactants, des choses qui sont transformatives, qui changent vraiment vos fonctions. Nous, on a des événements où limite, on met de moins en moins de supports de tri parce qu'on se rend compte que nos supports de tri doivent y en avoir. Tout à l'heure, parlait quelqu'un du cashless où on avait l'idée, nous on avait ça aussi, l'idée de mettre, OK, il y a un festivalier, on met un support de tri à côté. Non, en fait, c'est pas ça qui compte. Il y a un seuil minimal, un plancher clairement minimal, mais ce qui compte, ça va être l'humain qu'on va mettre dessus.
que ça soit nous ou vous quand on vous forme aussi. Toutes vos équipes formées et engagées en transversal, limite à terme, vous aurez moins besoin de nous. Je ne sais pas si c'est un bon argument pour nous, mais en tout cas, je vous incite à aller là-dessus parce que c'est possible. Et on bosse avec des énormes festivals et des grosses machines de guerre. Vous êtes tout à fait capable de faire ça. Donc voilà. Et enfin, simplement vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas tout dérouler, mais effectivement, c'est l'association, ça c'est ce qu'on va vous prouver un jour, de toutes les expertises qu'on a qui va donner encore plus d'impact. Le tout est supérieur à la simple somme des parties. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.